Bonjour Maître William Bourdon. Bonjour. Quelles sont les prochaines étapes maintenant dans le dossier Obiang? Il y a une première étape prévisible dont je veux parler qui est liée au fait que le parquet de Paris devrait achever son réquisitoire s'agissant du chapitre Obiang, puisque l'instruction est terminée. Et une fois ce réquisitoire terminé, eh bien, il y aura une ordonnance de renvoi et puis un procès se tiendra à Paris. On peut imaginer que ça pourrait se tenir courant 2017. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer bientôt Théodorine Obiang-Nguema à la barre dans un tribunal en France? À la barre, je pense pas qu'il va se déplacer parce qu'il n'a pas montré non plus une grande volonté de venir s'expliquer face à face avec les juges. Mais ses avocats seront là pour mener des batailles qui je le pense, mais il faut se garder d'un excès de confiance, ce seront des batailles d'arrière-garde. En tous les cas, ça marquera d'une pierre blanche cette grande saga dite des biens mal acquis, puisque ça sera le premier procès en France et donc en Europe d'un dignitaire, d'ailleurs toujours en activité, poursuivi pour avoir, pour simplifier, soustrait dans son intérêt personnel un certain nombre de ressources publiques de son pays. Théodorine Obiang-Nguema est actuellement second vice-président de la République de son pays. Dans quelles conditions pourrait se dérouler un procès? La loi française, et c'est une très bonne chose, permet à quelqu'un qui ne veut pas croiser le regard de ses juges de se faire représenter par ses avocats. Donc de toute façon, il y aura un procès et il sera représenté par ses avocats, à moins qu'il donne des instructions à ses avocats de boycotter le procès, ce qui ne changera pas grand-chose d'ailleurs à l'issue du procès. Le camp Obiang pense de son côté à d'autres actions en justice, notamment la Cour internationale de la justice. Vous craignez un tel recours? Écoutez, c'est une gigantesque blague. Un précédent avocat avait, il y a quelques années, saisi la Cour internationale de justice, mais la France ayant refusé sa compétence, la Cour internationale de justice n'a pas pu être saisie valablement. Donc tout ça, ce sont des balivernes, des effets de manche, des effets de communication. Tout ceci ne changera rien à un compte à rebours qui est maintenant définitivement enclenché. Justement, sur quelles compétences s'appuie la justice française dans cette affaire pour poursuivre et saisir des biens de personnalités étrangères? La loi française permet de poursuivre des étrangers qui commettent des délits ou des crimes en France. Il y a des biens qui sont suspectés d'avoir été acquis par des moyens illicites. Ces biens se trouvent en France. Par conséquent, ça s'appelle le délit de recel de détournement d'argent public, c'est-à-dire des ressources publiques qui ont été utilisées pour acquérir des biens en France. Cette acquisition, la consommation de ces biens, immeubles ou voitures de luxe, ça s'appelle du recel. C'est documenté, validé par la Cour de cassation depuis la fin du XIXe siècle. Donc, il y a un moment donné où l'enfumage a des limites, le juge français est compétent, il y aura un procès, point à la ligne. Alors cette affaire des biens mal acquis concerne d'autres dirigeants, Denis Sassou Nguesso au Congo, Feu Omar Bongo au Gabon, et en août dernier, l'actuel président du Gabon, Ali Bongo, a annoncé qu'il cédait sa part d'héritage de son père à l'État gabonais, notamment 2 propriétés situées en France, comme si ce patrimoine était devenu trop encombrant. Est-ce que pour vous, c'est une victoire indirectement ? Bon, c'est certainement la reconnaissance de la légitimité et de la pertinence de tout ce qu'on essaie de faire. Sherpa, Transparency International depuis des années, oui, bien sûr. Si ces procédures n'avaient pas été initiées, jamais le président de la République gabonaise aurait été illuminé par une idée pareille. Maintenant, chacun voit bien la contradiction. Les avocats d'Ali Bongo ne cessent de dire que leur client n'est propriétaire de rien. Alors voilà quelqu'un qui est propriétaire de rien. Il a toujours dit, moi je ne possède rien à Paris, et qui dit, j'abandonne la propriété à telle ou telle fondation de ses biens, alors qu'il est propriétaire de rien. Il faudra à un moment donné s'interroger sur l'extraordinaire contradiction que représentent ces déclarations. Lui, il dit que ce sont des propriétés de son père Omar Bongo. Oui, mais les opérations successorales ne sont pas terminées. Comment est-ce qu'il peut anticiper sur le fait qu'il va être propriétaire de biens alors que les opérations successorales ne sont pas terminées? Chacun voit bien là qu'il y a quelque chose de tout à fait énigmatique et qui ne lasse pas de susciter beaucoup d'interrogations. M. Ali Bongo nous explique qu'il abandonne. Non, il n'abandonne rien du tout. Il restitue des biens et par cette déclaration, il reconnaît que ces biens n'auraient jamais dû se trouver entre les mains de la famille Bongo, mais auraient dû contribuer à financer des hôpitaux, des écoles, des universités au Gabon qui en manquent si cruellement. Donc
On est plutôt là pour l'instant dans une espèce de gestuelle politique, de communication, qui d'ailleurs ne bluffe absolument pas les Gabonais, au vu de très nombreux témoignages que je reçois maintenant depuis des mois et des mois. Dernière question, ce dossier fait-il, à votre connaissance, l'objet de pression de la part du pouvoir politique français ? Alors, sous la mandature de Nicolas Sarkozy, on sait très bien que cette procédure a été paralysée parce que le principe de la séparation des pouvoirs était un principe relativement élastique. Un des acquis de l'arrivée de François Hollande, de façon indiscutable, ça tout le monde l'admet, c'est que l'indépendance des juges est aujourd'hui à peu près reconnue et à peu près respectée. Et qu'il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas d'obstacle à ma connaissance qui se soit manifesté dans la progression de l'enquête, et je n'imagine pas qu'il puisse y en avoir. Merci, maître William Bourdon. Je vous en prie.